Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au dépôt-musée de Chaulin, le dépôt-musée du Blenay-Chambly. Vous êtes certainement arrivé ici par un de nos trains historiques et peut-être que c'était même le Transormonant. Le Transormonant, c'est ce train qui circulait sur l'Aigle, Sepet, les Diablerets. Et puis, c'est notre invité pour ces quelques week-ends Chablais en fête. Avant qu'il arrive ici, une de nos équipes du Blenay-Chambly s'est rendue sur sa ligne d'origine pour le voir en circulation. L'occasion pour nous d'interviewer le responsable et président de l'association historique qui participe à la sauvegarde de ce matériel qui appartient encore au TPC. Cette interview, elle est signée Philippe Boydel et puis il nous raconte l'histoire de l'association et du train avec Daniel Monti, le président de l'ASD 1914. Monti, vous êtes le président donc, de l'association historique de l'Aigle, Sepet, les Diablerets, la ASD 1914. Comment vous êtes tombé dans la marmite des amateurs de train? Oh, ça date de quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser au train. Comme je suis montreusien, c'était le mob. Et après, la vie professionnelle m'a amené sur Aigle. Je travaillais au transport public du Chablais. Et du coup, vous êtes devenu amoureux, Voilà. passionné comme on dit. Et donc, maintenant vous êtes le président de l'association. Comment l'association a été fondée? Quel était l'élément déclencheur de la fondation de l'association? Alors l'association a été fondée en 2011 avec le but justement de préserver le matériel historique et de venir en aide pour le centenaire qui s'est déroulé en 2014. Alors le centenaire, c'était vraiment la grande fête. On avait justement repeint le Transormonant en couleur de 1940, celle qui est juste là. Et on a vraiment fêté dignement ces 100 ans de l'ASD. Il y a eu donc des travaux autres qu'à la peinture, il y a eu aussi des révisions de fait sur le matériel? Ce qu'il a fallu faire, c'était installer le bloc de sécurité. Et qui était financé par l'association ASD 1914. C'était une grosse somme quand même. Grosse somme, oui. Pour réunir les fonds, le comité de l'époque a eu une super bonne idée. C'était de créer un modèle réduit des véhicules de l'ASD. Ah oui, c'était chez Fulgurex. Voilà, Fulgurex. Alors la ligne a frôlé l'abandon à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire donc de la ligne ASD? Alors la ligne a frôlé l'abandon à peine à son ouverture. C'était inauguré le 6 juillet 1914 et le 8 août 1914 s'est déclenchée la Première Guerre mondiale avec chute drastique du tourisme et tout ce qui va avec. Et à plusieurs reprises, l'ASD a frôlé la mort. Il y a eu, après la guerre, il y a eu les années 30, il y a eu et là, il y a eu un immense coup de tabac de vent dans la région. Et l'ASD a été maintenu pour déblayer tout le bois qui était tombé. Ah, oui. Ils ont trouvé une utilité. Ils se sont dit, ah ben tiens... Ça a duré plusieurs années? Ça, oui, pour enlever le bois, ça a duré bien, je crois, 2-3 ans. D'accord. Ensuite est survenue donc la fameuse incendie. Alors il y a eu l'incendie du dépôt en 1940 qui a détruit 3 automotrices et 4 voitures. Détruit, mais vous avez quand même pu... Enfin, Alors ils ont, comme c'est les caisses en bois, puis alors les châssis, ils ont renvoyé les châssis chez le constructeur. Et ils sont repartis des châssis et ils ont recréé des véhicules neufs. Ils ont profité pour changer la tension, changer le système de frein, mettre à des normes un peu plus adaptées. Et les résultats donc, de cette rénovation aux années 40, c'est ce qu'on voit devant. Voilà, le résultat, c'est exactement ça, la restauration des années 40. Est-ce qu'il y a eu d'autres gros événements qui ont failli, qui portaient atteinte à la ligne? Ou après c'était une longue fleuve tranquille? Non, non, ça a toujours été très, comment dire, Mouvementé. Voilà, ça a toujours été très mouvementé et même ces 30 dernières années, en
1980, là il y avait aussi une grande menace de fermeture. Ils ont pu racheter du nouveau matériel parce que celui-là était désuet pour un transport de tous les jours. Et ça a permis de sauver pour un petit laps de temps l'ASD. Mais après, de nouveau, les voyageurs n'étant pas là, il y a une association qui s'était créée, qui était le nouvel ASD, qui eux ont repeint le transhormonant avec les dessins de M. Dervet et M. Rivet. Ah oui. Et là, c'était loué pour des groupes. Et, Ah, c'était à quelle époque? ça, c'était les années 90. Ah, non, d'accord, ok. Et nouveau en l'an 2000, ça a failli méchamment fermer aussi. Et ça a tenu bon. Et maintenant, donc, avec la fusion sous le TPC, on a un avenir plus ou moins assuré ou? Plus ou moins, parce qu'ils doivent toujours faire ils doivent toujours faire une comptabilité analytique par ligne. D'accord. Donc c'est toujours pas sauvé à 100%. Donc à quel moment donc, vous permet de sortir le matériel historique? Alors l'association ASD 1914 organise tout le long de l'année différents événements, comme par exemple aujourd'hui où nous faisons une dégustation de vin avec la cave Emery. Nous avons aussi le 1er août où on amène les voyageurs au brunch du 1er août à la ferme au Diableret. Nous avons un train Yas où nous faisons un match aux cartes. Et le 30 septembre de cette année, il va y avoir un spectacle exceptionnel aux planches. Et nous allons transporter les voyageurs qui vont assister à ce spectacle avec le transhormonant. C'est très sympathique d'avoir les animations en plus du voyage au matériel historique. Et justement, à chaque fois que vous sortez, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation de votre côté et du côté du TPC? Alors j'ai de la chance de pouvoir compter sur un comité et des membres qui nous soutiennent, qui sont là à chaque sortie pour nous aider. Ça prend combien de temps donc enfin, vous prenez avec combien de temps d'avance sur l'heure de départ? Alors c'est vrai que s'il faut faire des achats de nourriture, il faut les stocker, il faut les ramener en gare le jour J. Non, ça, c'est une belle organisation. Mais... Au niveau de vous intercaler dans le graphique, il n'y a pas de problème dû à la vitesse? Au niveau du roulement du train, non, il n'y a pas de problème. Parce que les vitesses n'ont pas augmenté depuis longtemps. Donc la composition du transhormonant roule aux vitesses de la ligne. Il n'y a pas de restriction. Alors, comme on l'a vu, la vitesse n'est pas un problème apparemment pour le transhormonant, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes techniques ou défis à relever à chaque circulation. On va essayer de se renseigner en trouvant son mécanicien, mais pour ça, il faut peut-être monter. Sébastien, c'est toi le mécano du transhormonant aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à nous décrire en vitesse un peu le fonctionnement de la cabine? Alors, le fonctionnement de la cabine, on a deux parties bien distinctes, la partie freinage d'un côté et la partie traction de l'autre côté. D'accord. Pour la partie freinage, on retrouve le frein à main qui permet d'immobiliser le véhicule. Ici, les freins à air qui permettent de freiner celui-ci la motrice et celui-ci les remorques. D'accord. Donc, c'est deux freins indépendants. Ça marche. Et ici, on retrouve les sabots magnétiques, donc c'est les électroaimants qui se collent sur la voie en cas de nécessité de patinage au freinage ou en cas d'urgence lors d'un problème, enfin d'une voiture qui nous croiserait devant. Ouais. Ensuite, ici, instrument très important, le sifflet. D'accord, pour tous les fans. Voilà, pour tous les fans de train, c'est très important. Et
ici au-dessus le disjoncteur principal. Oui, Donc lui, il permet d'alimenter la partie traction d'accord. et ensuite ça alimente les moteurs. Ok, Dans la partie traction, ben, l'inverseur qui permet d'aller en avant ou en arrière. Il permet aussi de sélectionner la traction sur un bogie ou l'autre. En cas d'avarie d'un moteur sur un des bogies, on peut isoler les moteurs. voilà, on peut isoler les moteurs ou bien pour accoster un véhicule avec un petit peu moins de puissance, ben, on met un seul bogie. Et ensuite, la mise en marche qui permet de tractionner dans un sens. Et puis, de l'autre côté, elle permet de freiner en freinage électrique, donc c'est le frein moteur. Voilà. Vu avec Daniel Monti qu'en termes de vitesse, c'était pas un problème pour le transformement de circuler à l'heure actuelle. Est-ce que typiquement en termes de conduite, il y a des choses auxquelles il faut faire attention ou est-ce que c'est une machine qui est robuste et puis... Alors, elle est très robuste. Elle a besoin quand même d'un peu d'attention au niveau de l'ampérage. Oui. On ne doit pas atteindre des ampérages trop importants, surtout en freinage électrique. Où là, il pourrait y avoir une surchauffe des moteurs, des résistances. Donc ça, surtout en freinage électrique. Mais ici, sur le PC, vu les vitesses relativement faibles, il n'y a pas de risque. Super. Ensuite, on peut voir de l'autre côté les appareils de mesure. Donc, il y a le voltmètre tout en haut, l'ampèremètre juste en dessous et le compteur de vitesse juste en dessous. Ça, c'est donc tous des éléments qui sont d'origine ou qui ont été refaits juste après l'incendie, voilà, quand il a été transformé. Voilà, c'est tous les éléments qui sont venus après l'incendie des années 40. Donc, il est construit comme ça, elle n'a pratiquement pas changé. D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelques évolutions techniques quand même? Alors, la seule évolution technique, ça a été on a installé un système de contrôle de la marche des trains, donc, qui arrête le train en cas de franchissement d'un signal rouge. D'accord. Donc, ça a été rajouté par la suite. C'est un système sur batterie, parce que dans cette machine, il n'y a que le courant de la ligne normalement. Oui. Donc, on ne pouvait pas alimenter ce système autrement qu'avec des batteries indépendantes. D'accord. Et puis ces batteries, on les charge régulièrement. Vous n'avez pas un chargeur à bord? Oui, c'est un chargeur à bord, et puis il dure à peu près pour 3 jours d'exploitation. D'accord. Donc on le fait plus régulièrement pour assurer le coup. Oui. Ça rentre justement dans les préparations du transformant. Quand il doit circuler, est-ce qu'il y a quelque chose de faire après? Quand il doit circuler, la première chose qu'on fait, c'est charger les batteries pour être sûr qu'il y a suffisamment d'autonomie et puis être sûr qu'elles soient chargées. Et il y a d'autres choses à faire quand on le prépare, des graissages ou comme ça ou... Non, pas autrement. Contrôler il y a toute une procédure d'essai de mise en service qui se fait, comprenant l'essai des freins, etc. Mais autrement, il n'y a pas de particularité au niveau graissage à faire. Le graissage se fait à peu près 2 fois par année dans des phases d'entretien qui durent à peu près une journée. On fait tout le graissage, un contrôle général du véhicule. Et puis un peu plus régulièrement, il y a un réglage du système de timonerie de frein à faire. Ouais, d'accord. Et après, ça dure quand même relativement un certain temps. jours. Super. Parfait, merci bien. De notre côté, on va se tourner vers le transfert qui a eu lieu entre Aigle et Vevey par la route, puis entre Vevey et Chaulin par le train. Un transfert qui a duré un certain temps. Vous comprendrez pourquoi avec les images. Habituellement, le transformant dort à Aigle, mais ce jeudi 31 août, le voyage commence au dépôt des TPC à Anchalet. Ici, il est possible d'accéder directement sur les voies avec un camion spécialement équipé pour le transport ferroviaire. Une fois le camion séparé de sa remorque et la rampe construite, l'automotrice est chargée sur la remorque. Le convoi une fois formé, il est presque l'heure de prendre la route. Après quoi, il faudra encore effectuer quelques contrôles techniques. Le camion escorté prend alors l'autoroute en direction de Villeneuve, l'occasion de capturer quelques images insolites. Le poids trop important de notre automotrice nous impose de quitter l'autoroute avant le viaduc de Chillon. Le transformant prend alors la direction du château de Chillon, puis du centre-ville de Montreux. On le voit ici passer devant le Montreux Palace, où le chauffeur doit prouver toute sa dextérité pour se frayer un chemin à travers les travaux en cours.
Pas trop dépaysé par les vignes du Lavaux, et non d'Aigle cette fois-ci, notre automotrice rejoint Vevey depuis l'autoroute regagnée à Montreux. Nous voici arrivés à Vevey, devant le dépôt MVR. Il faut à nouveau s'affairer au montage de la rampe, admirer plutôt le travail de nos membres bénévoles et des équipes de transport. La rampe construite, c'est maintenant le treuil du camion qui va retenir la grand-maman du rail pour sa descente tranquille en direction des voies des MVR. Une fois sur les rails, c'est le tracteur TE82 qui s'occupe d'aiguiller notre une dans le dépôt. En début d'après-midi, c'est au tour de la remorque 35 d'être chargée sur le camion avant de prendre l'autoroute. Malgré sa taille, le convoi s'intègre parfaitement dans le trafic. Moins lourde, la voiture prendra l'entier de l'autoroute, offrant un joli point de vue avec les dents du midi. On la décharge alors à Vevey et le transformement est entièrement arrivé sur les rails veuvaisans. Après quoi, le personnel s'accordera une bonne pause avant de reprendre quelque peu plus tard. Changement de décor. Il faut attendre que l'exploitation régulière MVR soit terminée pour se diriger vers le musée. Encore 1 mètre pour rentrer dans le tunnel et on a toujours de la marge sur la courbe du Panto, tu peux y aller. Le tunnel de Gilamont étant un point critique pour le gabarit, le train est remorqué par des véhicules bimode à une vitesse atteignant des records. Toute l'attention du personnel est requise pour surveiller mètre par mètre l'avancement du convoi. Côté intérieur de la machine, on est bon. Côté extérieur aussi. Roule. 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 Et puis là, on remonte gentiment. Le bandeau avant, il est sorti du tunnel, et puis en gain de hauteur, donc ça c'est tout bon. On a encore 4 mètres pour sortir le bandeau arrière. Il aura fallu 25 minutes pour traverser le tunnel, le tout sans encombre. Mais une fois ce point franchi, c'est en bas qu'il faut se concentrer maintenant. En effet, même si les normes actuelles permettent une bonne anticipation des gabarits, nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. Afin d'éviter d'arracher un marchepied, la vigilance du personnel technique doit rester élevée, de même qu'une vitesse réduite.
Ce convoi exceptionnel se composait jusqu'à Blonay de 2500 du MOB, tractant notre invité et sa voiture. C'est à 1h du matin que le transformant franchit seul et avec succès le tunnel de Corneau. De quoi se réjouir pour les week-ends de Chablais en fait.